Salut les néo-autonomistes. Mathieu développe une résilience et autonomie dans une fermette du Cantal avec sa compagne. En 2012, suite à un déclic après avoir étudié la collapsologie et un possible effondrement du système, il nous présente le cheminement et l'avancement mis en place sur son lieu de vie afin de faire changer les consciences dans sa région. Passionné de l'arbre, il nous partage diverses expériences enrichissantes et nous aborderons le sujet de la conservation des aliments. Bon visionnage à toutes et à tous sur l'archipel. Bonjour Mathieu. Salut. On est dans le sud du Cantal. On est chez toi sur une propriété de combien de mètres carrés? 1,7 hectare. 1,7 hectare pour le terrain. Voilà. Pour la bâtisse derrière, on est sur combien à peu près? En mètres carrés au sol? Ouais, au sol. Je dirais, je sais pas, bonne question, je dirais autour de 100 mètres carrés au sol. 100 mètres carrés au sol? D'accord. Je commence tout de suite parce qu'après j'aurais pas l'idée. 1 hectare avec 100 mètres carrés dans le sud du Cantal, ça vaut dans les combien quand tu as acheté? Alors écoute, quand je l'ai acheté, c'était une affaire à l'époque, je pense que ce sera encore plus une affaire maintenant. J'ai payé ça 65 000 €, frais d'agence inclus. Donc, ah ouais, frais d'agence inclus en plus. Ouais. Oui. Bon après il y avait deux trois bricoles à faire dedans quand même. Hein. Ah ok, c'était pas en l'état. Non, c'était dans son jus quand même, il n'y avait pas d'isolation et puis c'était old school on va dire. Old school. Je vais faire un petit tour d'horizon. Bon, les gens auront vu l'introduction. Il y avait ces bâtiments là, celui-ci, Ouais. il y était aussi. Ouais. Alors, le bâtiment et la grange y étaient, mais par contre, quand on est arrivé, c'était deux ruines. Deux ruines, ouais. Donc, ça se voit que c'est assez neuf. Voilà, ouais. donc les deux toits, on a refait les deux toits et on a refoutu un petit billet quand même. Hein. Donc c'est pour ça 65 000 €, mais... Ouais, mais après, vu que c'est depuis 2012, on a le temps de mettre un petit peu de côté et de réussir ça. Je vois aussi que tu as un jardin, je pense que les gens le verront aussi dans la vidéo, on est vachement en pente. Quel est le but quand tu es arrivé ici? Est-ce que tu t'as prévu d'être 100% autonome, 100% déconnecté des réseaux? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Alors l'objectif d'ici, c'était me rapprocher de l'autonomie, certes, me mettre au vert, clairement, dans un endroit que j'apprécie, dans un endroit qui n'est pas hors de prix. Et dans un endroit où je peux me faire plaisir. C'est-à-dire que moi je suis paysagiste, je suis jardinier avant tout et j'avais vraiment besoin d'essayer plein de choses, j'avais vraiment besoin de tester, de mettre vraiment la main à la pâte. D'accord. Et voilà, c'était principalement pour ça. C'était pas dans un objectif de production, parce que je souhaitais pas commencer à me mettre des barrières dès le départ, d'autant que tu as vu le lieu, bon, c'est pas énorme non plus, c'est tout en pente. En termes de production, c'est pas idéal. Il y a quand même moyen, on va faire. Il y a moyen de faire, oui, alors, il y a moyen de produire à taquer, ça c'est pas le problème. Par contre, au niveau de la production commercialisée et tout, c'est encore autre chose. Et je préférais produire déjà pour nous, et puis voir un peu comment ça évoluait, mais je voulais pas commencer à rentrer dans de la commercialisation, parce que déjà ça m'ennuie, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je voulais vraiment me faire plaisir, voilà. Alors dis-moi, donc tu es arrivé en 2012, tu es citadin, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton histoire et comment on en arrive là? Voilà. Ben moi je suis un campagnard, je suis un vrai campagnard, ma famille est originaire du village d'à côté, mais j'étais pas du tout parti moi pour revenir m'installer ici, donc j'ai déménagé dans le Lot, le Cantal, Corrèze, je me suis installé après dans l'Allier, après j'étais en Haute-Savoie. Et en fait, c'est tout l'intérêt du voyage, c'est quand tu essaies plein de spots différents, plein de régions différentes, tu te rends compte que finalement, on est quand même bien de là où on est parti. Donc je suis revenu ici parce qu'au final, je suis bien ici. Tu es bien ici. Et bon, alors, on en parlera peut-être plus en détail après quand on se posera en fin de vidéo. Mais tu faisais quoi? Alors, tu as dit paysagiste? Ouais, alors moi je suis forestier au départ, pépiniériste et paysagiste. J'ai fini paysagiste parce que c'est que là où je trouvais vraiment du boulot partout, quoi. Et oui. Donc voilà.
Oui, aussi dans le coin, mais un peu partout. Et puis voilà. Après, c'est vrai que c'est pas une vocation pour moi de pousser les tonneuses ou tailler les tuyas, quoi. Ça m'ennuie assez rapidement quand même. Tu fais quoi en ce moment, actuellement? Et bien là, en ce moment, j'attends le déconfinement. J'attends de pouvoir faire des stages de manière correcte et confortable. Ça fait longtemps que tu fais des stages? Ici, ouais, ça commence à faire. Ouais, le premier stage, je crois que c'était en 2014, si je ne m'abuse. D'accord, ah oui, quand même. Ouais, et j'en avais fait un petit peu avant quand j'étais en Haute-Savoie aussi. Alors, ok. Ah bah écoute, on commence. Alors, je te suis. Je te laisse un petit peu présenter, montrer les installations. J'ai vu que tu... Alors, on voit des câbles électriques, donc tu es raccordé au réseau. Ouais. Mais tu as aussi des panneaux. Mhm. Donc, tu dois avoir une installation, tu as des batteries et tout. Ouais, on a tout ce Ok. qu'il faut. On en parlera aussi Ouais. un petit peu dans la vidéo pour les gens. On commence par la serre. Tu m'as dit Si que tu tu veux. n'avais pas trop planté. Non, mais par contre, j'ai fini mon poulailler, ma serre poulailler, donc ça peut D'accord. peut-être être l'occasion. Hein, ça. Serre poulailler, ok. Tu as des animaux? Oui. Ok, tu peux nous dire un petit peu ce que tu as sur ton terrain? Ouais, donc on a principalement des poules, on a 6 ou 7 poules, hein, c'est pas du tout un gros cheptel, on a 4 brebis ou 5, je sais plus. 5. Ok, ouais. Ça dépend celle que tu as mangée ou Ouais, pas? c'est ça, je me rappelle plus si je les ai mangées ou pas. Bon, il doit bien en rester au moins 4, et puis un poney pour ma petite. Ok, et puis je pense que tu peux te servir aussi des déjections de ces animaux Ah pour... bah, carrément. Carrément, c'est une ressource d'enfer. Alors moi, ils m'entretiennent les prairies et en plus, ils me permettent de fertiliser tout ce que je veux. Donc, Eh oui, parce que tu disais 1 hectare 5, c'est ça, à peu près? 1 hectare 7, ouais. 1 hectare 7, mine de rien, quand tu as des animaux, ça aide bien. Ah bah oui, bah, de toute façon, sinon, c'était ça ou les ronces. Hein, donc, Ah oui aussi. Alors là, tu me disais que tu n'avais pas trop lancé... Bah, je suis un peu à la bourre au niveau des semis, effectivement. À cause du temps? Je les ai fait. Non, pas à cause du temps, c'est que j'ai refait entièrement la serre là il y a très peu de temps. Et surtout là, j'ai ramené de la vase de la marque, on ira peut-être voir plus tard. Et ça, j'ai fini il y a la semaine dernière, fin de semaine dernière. Donc, Ça apporte quoi la vase? ah, ça c'est Optimum de chez Optimum, matière organique, limon, argile, c'est absolument fabuleux parce qu'on est sur une terre qui est quand même très filtrante, qui n'est pas la terre la plus riche du monde, mais genre de sol? c'est sableux, sableau limoneux, sableau argileux suivant les endroits. Bon après ça pousse bien, mais c'est pas des sols qui sont très très riches. Et donc pour les enrichir, tu te sers de Ouais. ça? Bah, j'avais cette ressource-là, on verra, j'ai enlevé 10 mètres cubes de vase l'hiver dernier, donc du coup je m'en resserre. On peut faire pousser dans le Cantal en pleine serre des agrumes. Oui. Bon, il a gelé quand même, hein. Il a quand même réussi à geler, meilleure part, ouais. Bon, écoute, c'était un test. Non, ça c'est juste un pauvre mandarinier issu de semis. Après, j'en ai planté un autre en pleine terre qui est effectivement greffé sur Poncirus. Et ça fonctionne en pleine terre? Bah écoute, il a passé l'hiver nickel, hein. Pourtant il y a eu quelques petites gelées sympathiques, il a très bien passé. Normalement c'est fait pour, ça gèle à -20 le Poncirus, donc a priori des -20 on n'en a pas beaucoup ici quand même. Ok, génial. Alors si tu veux développer certains, parce que comme tu vois, je pose beaucoup de questions, je t'avais prévenu juste avant qu'on lance. S'il y a des sujets que tu aimes par-dessus tout, parce que tu as dit que le jardin était vraiment ce qui te plaisait, c'était pour le plaisir. Ouais, alors le jardin, je dirais pas le potager en tout cas. Ah ouais. Moi c'est mon truc, c'est les arbres. Ok. Tout ce qui est arbres, arbustes et compagnie, et qu'est-ce qu'on peut créer avec, quoi. Donc c'est plutôt en fait en bas dans les baissières que là il y a le plus de choses intéressantes. Après le potager, moi, on en reparlera, en termes d'autonomie alimentaire, je reviens vachement dessus de plus en plus. C'est drôle parce que je reviens d'un reportage juste avant de venir chez toi, Ouais. j'ai entendu la même chose. C'est vrai? Et en Aveyron, pour d'autres raisons, 800 mètres d'altitude et tout. On est à combien d'altitude ici? On est à 500, à peu près autour de 120. Ouais. 500, pardon. 520. Pour la production, Ça va, non, ça va, ça commence à être pas mal. Mais c'est vrai qu'on est partie basse du massif du Cantal. Hein. À partir de chez nous, ça ne fait que monter. Donc, on est pas mal. Donc il fait chaud chez toi? Il fait très chaud l'été, ouais. Très chaud l'été. Vraiment, ouais. Et l'hiver est pas trop rude? On a rarement de la neige et si on en a, elle tient pas. Ok, alors on est vraiment, oui, parce que quand on dit sud, pour un petit peu orienter, on est entre l'Aveyron, le Lot et le Cantal. C'est ça, on est à la confluence des trois départements. Ouais. D'accord, donc c'est quoi? C'est un mélange de climat océanique, méditerranéen? Méditerranéen, non, je dirais que c'est océanique à tendance montagnarde, voire parfois montagnard à tendance océanique. Ça dépend un peu des trucs, mais en tout cas, ouais, c'est un truc comme ça. Ok, là on est juste devant, j'en profite. Le fait d'acheter des vieilles bâtisses, là juste en face, c'est un vieux four, tu me dis? Ouais, c'est le vieux four à pain du hameau.
Il y a un peu de taf pour le... Il y a beaucoup de taf, ouais. Il y a beaucoup de taf, la sole est à moitié effondrée. Et, bon, comme je te disais, en fait, c'était des fours à pain qui servaient pour des villages entiers, en fait. Il y avait je pense qu'il y avait plusieurs dizaines de personnes à l'époque. Il faut 2 mètres cubes pour arriver à le monter en température, 2 mètres cubes de bois. Enfin, j'exagère, mais tu vois, c'est vraiment beaucoup de boulot. Ouais, faire 50 kilos de pain en une fournée, ce serait pas ta cam parce que... Et comme je t'expliquais, je ne mange pas de pain, donc en plus, tu vois. Donc. Mais peut-être c'est en monnaie d'échange ou des... Éventuellement, mais c'est pas ma passion. C'est pas ta passion. J'entends, alors j'en profite aussi pour le dire aux gens, on entend la source, je sais pas si on entendra, tu as une source qui coule sur ton terrain. Alors j'ai un ruisseau, c'est mieux qu'une source, j'ai un ruisseau. Un ruisseau, en été, est-ce qu'il se tarit? Écoute, non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je touche du bois, mais pour l'instant, ça tient la route. Génial. Attends, tu me dis que tu produis pas trop, mais là, si on veut du poireau, il y a... De l'ail. C'est de l'ail? Ouais. Ah ouais, mais... Oui, il va pas mal. Ah ouais, il est bien. Ouais, il est bien. Et je vois qu'il y a du chou, il y a des... Ouais, il reste des choux. Après, moi, de plus en plus, je travaille sur les légumes vivaces. Donc, j'ai de plus en plus de légumes vivaces et on bouffe de plus en plus de plantes sauvages aussi. Bah, là, on a du Kénopode Bon Henri, qui est une espèce d'épinard sauvage qui pousse... Comment? Je peux passer là, il n'y a pas de souci? Non, tu peux y aller, ouais. Donc, le Kénopode Bon Henri, il est là. Donc c'est un épinard sauvage qui est vivace et puis qui produit quasiment jusqu'à l'été. À partir de l'été, les pousses commencent à devenir un petit peu coriaces. Mais voilà, ça produit depuis le mois de février, ça produit quoi. Ah ouais. Ben ouais. Kénopode. Kénopode Bon Henri. C'est un ancêtre de l'épinard. Alors ça c'est la livèche, ouais, c'est pareil, c'est vivace. Hein, c'est le céleri vivace. L'âge qu'on appelle aussi l'âge des montagnes. Okay. Et c'est un condiment extraordinaire. Enfin, nous, on en bouffe tout le temps, quoi. On en bouffe tout le temps. En condiment vivace aussi, on utilise beaucoup l'estragon. C'est absolument increvable et c'est délicieux, quoi. Ça remplace le persil, pas mal de choses. D'accord. Je vois que tu as pas mal d'orties. Tu dois aussi un peu le cuisiner. Pas trop, non. C'est vrai que je suis pas grand fan des orties. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt niveau gustatif. Niveau nutritionnel, c'est autre chose. Ah oui, là j'allais dire. C'est au niveau gustatif où je trouve pas ça foufou, mais on en mange de temps en temps. Ouais. Parce que ça va avec tout, c'est ça qui est bien. Vu que oui, c'est un goût neutre, effectivement. Ouais. Et là, tu es sur quelle surface sur cette terrasse? Donc, je vais montrer un petit peu aux gens. Tu as une idée un petit peu de la surface? Absolument pas. Pas du tout. Bonne question. Non, waouh. Ouais, je vais filmer que les gens aient un peu une idée. Et donc en production, on en parlait un petit peu, ça on va aussi le développer un petit peu plus tard, mais ce serait bien d'en parler pour que les gens aient une notion. Donc toi, tu n'es vraiment pas ni en mode survie, ni en mode autonomie, tu es en mode développer sa résilience. C'est ça. Tu peux ouais. nous en parler un petit peu? Bah, disons que je ne me soustrais pas au monde, je fais partie du monde, je vis avec, je consomme, je travaille, je paye mes impôts et c'est très bien comme ça. Simplement, je développe une alternative. C'est-à-dire que on va faire les courses, on va au marché, c'est super, mais le cas échéant, si on pouvait ne plus y aller, eh bien, je sais que j'ai la possibilité de me débrouiller à peu près, je dis bien à peu près, sur place avec ce qu'il y a. Donc je développe un plan A et un plan B en même temps. En gros, c'est ça. Ça, c'est pour l'alimentation, c'est ça aussi pour l'énergie, puisqu'on est autonome, mais en même temps, on est toujours branché sur EDF. Donc voilà, on joue un petit peu avec ça. Tu peux te déconnecter à n'importe quel moment. Ouais, s'il y a un pépin, si EDF a un pépin, j'ai de l'électricité. Vous êtes deux là actuellement. Ouais. Tes panneaux, ils produisent combien en kilowatts crête? Ah, je me rappelle pas des chiffres. Ouais, bon, tu sais quoi, on ira faire un tour et... J'ai pas la mémoire des chiffres, c'est une horreur. Bah, pas de souci. T'as quoi comme batterie? C'est des batteries au plomb? Pour stocker? Ouais. D'accord. Ok, bon, on ira voir tout ça si tu veux. Pas de souci, ouais. Érable du Japon qui pousse ici? Ouais, c'est ma collection d'érables du Japon. Il faut que en fait, ils sont là en attendant parce que j'ai prévu de les planter un petit peu plus bas. Le passionné de l'arbre. Ouais. Oh, c'est tellement beau. C'est tellement magnifique. Et après, tu veux les mettre plus bas pour quelle raison? Pour refaire un petit jardin zen en bas. Okay. Voilà, là, pour l'instant, ils sont un petit peu en jauge. Mais il faut vite que je les change de place parce que tu vois, ils commencent à avoir chaud. Ils sont très très chauds là. Et il y en a un là qui est en train de perdre des plumes. Alors moi j'ai eu la même chose sur mon érable du Japon, mais c'est parce qu'il y a eu le gel et c'est les petites feuilles qui poussaient au-dessus qui... Alors j'ai eu ça aussi, mais là il perd carrément les branches, là, c'est pas le gel. Là. Ah oui, carrément. Ouais. Et par contre c'est la couleur rouge, parce que tu vois, ceux qui sont verts, ils sont très bien. Donc ceux qui sont rouges, il y a un petit qui est rouge aussi,
Et je vois qu'ils patinent alors que les autres vont plutôt très bien, quoi. T'as fait des planches, t'as utilisé quoi comme bois là sur... Alors, du châtaignier principalement, puisque c'est imputrescible. Et puis juste au-dessus, bah, j'ai une forêt de châtaignier. Donc c'est quand même vachement pratique. En plus, la pente est dense et je coupe et je les traîne jusqu'en bas. Effort physique réduit. Ce serait dans l'autre sens, ce serait vachement moins drôle. Ouais, la configuration est pas mal. J'en profite là pendant qu'on parle, je mettrai des images drones, comme ça les gens verront. T'as pas du tout de voisins ici? Non, on a une ferme un petit peu plus loin, mais c'est tout. Il y a quoi, 800 mètres? Ouais. Non, on n'a pas de voisins, on peut dire ça. T'es tranquille. Et alors, je sais plus si je te l'ai posé la question, mais comment on en arrive à s'installer comme ça, à développer une résilience? Est-ce qu'il y a des facteurs, des signaux qui t'ont alerté et qui t'auraient fait peur, par exemple? Faire peur, oui. Tracasser, pour le moyen, surtout pour le long terme, ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je m'intéressais déjà au pic pétrolier en 2005-2006. C'est vrai que quand la crise de 2007-2008 est arrivée, qu'on a le gasoil, le pétrole qui est monté à 120 $ le baril, je commençais à me dire, quand même, là, c'est vrai que là, on commence à toucher des plafonds de verre assez importants. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment de faire une petite bifurcation. D'accord. Et ça a été ça, alors, la bifurcation? Et ça a été ça, ouais. C'est-à-dire essayer de se rapprocher d'une certaine autonomie et essayer de dépendre moins d'un système pétrolier, quoi. Eh oui, je comprends. Dis-moi, ça a l'air d'être, par rapport à beaucoup de terrains que je visite, ça a l'air d'être un peu le terrain parfait par rapport à là où c'est placé, par rapport au fait d'avoir de l'eau. Tu as visité combien de terrains avant de trouver celui-là? C'est incroyable cette histoire. Je cherchais sur 3 ou 4 départements différents. Et c'est la seule maison que j'ai visitée. Et elle était juste à côté de là où j'habitais avant. Je suis à 5 km de mon... Je suis juste à côté de mon village familial, quoi. T'es pas dépaysé, mais c'est fou. Première visite, coup de cœur. Première visite, coup de cœur. Le gars qui me fait visiter la maison, je le regarde, je le connais. Il s'est trouvé que c'était un copain de mon grand-père. Donc du coup, je pense que ça a aidé. Ça a aidé à la transaction. Et puis ça change aussi beaucoup de choses parce que bon, je m'adresse beaucoup, et tu dois le savoir, aux citadins sur la chaîne qui veulent changer de vie. Toi, il n'y a pas eu de problème d'intégration. Souvent, on me demande, mais ça va? Est-ce que tu as été bien accepté? Toi, ça a été direct. Ouais, ça a été plutôt bien. Ouais. J'ai vraiment pas eu à me plaindre. J'ai bossé pour la mairie aussi, pour animer des jardins pour l'école. Enfin, non, j'ai pas de soucis avec ça. Et ton projet, il est vu comment dans le village? Je sais pas trop, les gens ne disent pas forcément tout. Je sais pas trop, je pense qu'ils voient que je bosse bien, que je fais venir du monde aussi, que je participe quand même à l'activité locale malgré tout. On fait venir quand même plusieurs dizaines de personnes par an. Puis ils voient bien que je suis bosseur, je suis du coin, je suis bosseur. Voilà, je bosse aussi, j'ai une petite entreprise de paysage, donc voilà. De toute façon ici il y a des choses qui sont importantes, et je parle en particulier de la valeur travail. À partir du moment où tu travailles, où c'est propre devant chez toi, ou des trucs c'était des trucs tout bêtes, mais c'est hyper important. C'est bien de le préciser. Oui, non, il faut que ça soit propre chez soi. Un arboretum, tu disais, c'est assez drôle. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as mis? T'aimes manger quoi comme fruits? Parce que je sais que tu me dis que tu es passionné de l'arbre, mais tu dois aussi t'intéresser aux fruits. Et je vois qu'il y a une disposition un petit peu particulière, le fait qu'on soit en pente. Tu me parlais de baissière, tu peux nous le développer, cette partie-là, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'ici on a une pente qui est assez importante, autour de 25% de pente. Et c'est vrai que quand je me suis installé ici, je me suis dit ça risque de poser des problèmes d'érosion. C'est-à-dire que l'eau circule du point A en point B et puis donc érode tout ce qu'elle entraîne avec elle. Donc je me suis intéressé au système des baissières. Donc c'est juste des tranchées le long des courbes de niveau, où la terre est mise sur le côté aval de la pente. C'est là où on marche? Pas exactement, non. C'est sur notre droite, là où il y a les plantations. La butte. Oui, donc ça a été creusé et la butte a été remise là. Okay. Ça, c'était encore jusqu'à l'année dernière. Donc j'ai fait toutes mes plantations multi-étagées sur cette butte-là. Et j'ai pu remarquer qu'effectivement, le coup de la baissière, vraiment, ça aide beaucoup. Au niveau, c'est une espèce d'irrigation gravitaire passive, une irrigation passive, et ça marche très bien, ça garde l'humidité. Après, moi, je paille tout le temps, donc en plus, l'humidité qu'il y a ne s'en va pas. Et puis donc là, les arbres commencent à vraiment pousser et à couvrir le sol, donc ça c'est cool. La paille, tu la trouves en local, je présume? Ouais, c'est du vieux foin souvent que je récupère à droite à gauche chez des paysans. Voilà. Après, l'expérience aidant,
Je me suis pas arrêté là parce que je me suis rendu compte qu'en fait, premier été, j'ai dit, il fait vraiment chaud, il fait chaud. Bon. Le deuxième été, j'ai dit, oh là là, encore un été où il fait très chaud. Puis au bout de 3-4 étés, j'ai fait, ok, en fait, on crève de chaud l'été. C'est parti pour... Parce qu'on est plein sud, parce qu'on n'a pas le vent du nord, on n'a pas de bise. Donc si on a du vent, c'est juste du vent chaud l'été. Donc c'est juste une catastrophe, on crève vraiment de chaud. Et la production s'en ressent, donc pas trop les arbres et les arbustes, mais tout ce qui est en dessous, tout ce qui est herbacées, vivaces et compagnie, ça souffre vraiment l'été. Donc ce que j'ai fait l'automne dernier, j'ai refait une butte de ce côté-là. Donc j'ai passé à la motobineuse, j'ai tout repoussé. J'ai refait une butte de plantation de ce côté-là, qui est du coup plein sud par rapport aux plantations principales. Et l'idée, c'est de faire un espèce de pare-soleil. Qu'au fur et à mesure que ça pousse, ça m'ombrage le pied des plantations et que je puisse enfin véritablement cultiver sur la butte. Et tu mets des choses plus robustes alors? Voilà, donc je suis reparti sur des plantes plutôt du sud. Feijoa, arbousier, figuier, donc très bonne idée de planter ça l'année où donc on a eu un moins 10 au mois de mars-avril, donc il y a eu énormément de casse. Mais bon, je regardais, je faisais le tour, c'est en train de repartir, donc c'est plutôt chouette ça. Excellent. Donc là, tu l'as fait l'été dernier? Ça, je l'ai fait à l'automne. D'accord, donc c'est cette année, oui. C'est vraiment très récent, ouais. Ça se voit. Oui, ça se voit. Et puis tu mets des pommes de terre. Ouais, j'avais des restes de patates de l'année dernière, je me suis dit, je vais quand même pas jeter des patates. Donc du coup, je me sers des buttes maintenant pour me faire mes patates nouvelles. Mais ça ne m'empêchera pas de faire des patates en gros, mais pour le coup, ce sera de la pomme de terre de garde. Ok, tu gardes de l'énergie dès que tu as de la pomme de terre, tu la mets là et puis c'est ça. Ça produit aussi de la matière et tout. Ça produit ce que ça veut produire, au pire ça ne me coûte rien et c'est que du plus. Alors je vais essayer de passer là, c'est pas électrifié. Non, c'est pas électrifié. Je fais mon saut. Et pourquoi tu as mis ça? Tu fais passer les bêtes ici? Parce que ouais, ici, entre les buttes, je profite des... Enfin les animaux profitent surtout de... La pompe écolo. C'est ça, ouais, c'est ça. Plus ils en font, moins j'en fais. Donc écoute, je les mets à contribution. Hein. Bien joué. Et tu as reproduit la même chose plus bas alors? Voilà, donc chaque linéaire a des séquences différentes, avec des arbres et des arbustes différents, en gros. L'eau du toit, elle retombe dans les baissières? Non. Ça, c'était une voie de débordement que j'avais mis en place quand j'ai installé les baissières, pour voir si jamais il pleut trop et que ça se remplit, que ça dévale pas tout et que ça m'arrache pas tout. Donc l'idée, c'était, j'ai fait un test, j'ai mis un tuyau pour que quand ça arrive à un certain niveau, il y a une voie de débordement qui me permette d'évacuer le trop plein d'eau, et pour pas que ça m'arrache tout. Mais en définitive, comme on a un sol très filtrant, bon, ça s'infiltre. Bon, je m'excuse, il pleut un petit peu, donc si vous voyez une goutte à l'écran, j'arrive plus trop à voir si c'est mouillé, mais on continue le tour, c'est super intéressant. Tu mets pas mal de groseilliers, j'ai vu groseillier à macro, groseillier, ça... Tout à fait, les petits fruits, c'est les valeurs sûres, ça produit tout le temps, ça produit vraiment en masse. Puis c'est bon quoi. Ça produit en premier aussi. Et ça produit en premier, et par exemple, je sais qu'avec le gel là, du printemps, on aura très peu de gros fruits, mais par contre les petits fruits sont... Donc c'est ça aussi la résilience, c'est pas de mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça se reproduit vachement vite. Et puis voilà, les boutures, c'est comme qui rigolent quoi. Alors j'ai vu du poirier plus haut, là je vois du pommier en face. Alors là en fait c'est multi-étagé, donc l'étage dominant partout c'est du pommier. Okay. Pommier kazakh, donc c'est des pommiers qui sont vigoureux, c'est l'ancêtre de la pomme, qui font pas forcément des pommes très bonnes, mais c'est pas grave, moi c'était pour ma collecte personnelle. Là donc j'en ai une petite dizaine là. Okay. J'en ai une petite dizaine, un étage inférieur il y a de la poire, suivant les lignes, parce que suivant les lignes je change les séquences. Il y a de la poire, il y a du prunier, il y a de l'abricotier, il y a de l'aubépine gros fruits, il y a du nachi. Tu fais un peu des greffes? Ah oui. La plupart des pommiers, des fruitiers que tu as là, c'est moi qui les ai greffés. Ouais. Ok. Du nachi, tu me disais? Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Certainement, j'en oublie. Hein. Argousier? Argousier, arbousier. Il y en a un là-bas, il me semble? Oui, il y en a un là-bas, ouais. Très punaise, maintenant je vois de loin. Mais il a bien poussé chez toi parce que... Ouais, non, mais c'est poussant, ici. En même temps, avec l'eau que tu stockes et tout, c'est une bonne... Oui, il n'y a pas de mystère. Hein. J'aurais pas fait ce système-là, ça n'aurait pas cette gueule-là. Les gens, je l'entends plusieurs fois en mode ouais, je suis en pente, c'est pas facile. Mais c'est top la pente. C'est top la pente. Ça me fait plaisir de te voir le dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Amélanquier, beaucoup d'amélanquier aussi. Ouais. Je trouve ça absolument génial comme arbuste. J'en fous partout parce que... T'arrives à en manger avant les oiseaux? Bah écoute, ouais. La première année, je me suis fait tout bouffer, première année de production, et depuis, écoute, mais j'en ai tellement, de toute façon, attends, ils sont nombreux, mais... Puis au pire, t'en aurais remis le double. C'est pas grave. C'est impressionnant, t'es vachement avancé sur groseillier à macro.
Elles sont énormes Ouais. en face. Alors je ne comprends pas, elles ont végété pendant des années et l'année dernière, et là cette année c'est pareil, elles explosent. J'ai failli même les virer à un moment, j'ai dit bon ça pousse pas quoi. Et là ça y est. Le cadeau. Peut-être que le fait d'avoir dit ça, elles ont compris que tu leur laissais une seconde chance. Et maintenant, C'est pas impossible. Ouais. C'est pas impossible. Alors là, c'est ça l'argousier. Ça c'est l'argousier, ouais. Ah, ok, je vais le filmer pour que les gens y voient quand même le port que ça prend au bout d'un moment. Ça t'en as deux, t'as mâle-femelle? Ouais. Ah, génial. Ouais, j'en avais même un troisième, mais ils se plaisent moyennement ici. Hein, donc, mais c'est énorme là déjà. Ah non, normalement ça devrait être bien plus grand que ça. Regarde, il a plein de branches mortes. Hein. Non, non, vraiment, il sait pas. C'est rare quand j'en vois des aussi avancés, donc oui, Ah oui c'est peut-être plus grand, mais ouais, c'est rare. Ah ouais. Moi je trouve pas très poussant moi pour le coup. Bah, moi j'en ai tué 4, enfin j'aime pas dire j'ai tué, c'était pas le but, mais 4 qui ont végété. Je me suis dit bon, on va les laisser un petit peu se battre. Ils sont morts. Mais là je pense qu'ils vont pas faire long feu. Ah ouais, ah mince, aussi bien. Enfin moi j'ai l'impression qu'ils sont vachement bien établis quoi. Peut-être celui-là est un peu mieux, ouais. Et derrière c'est la mélanquier dont Oui c'est ça, bah mélanquier t'en as un là, j'en ai une petite dizaine répartis un peu partout. J'ai beaucoup de pêchers aussi, puisque ça c'est pareil, à multiplier c'est pas bien compliqué. Puis du noyau en 4 ans c'est ça. Ouais. C'est génial, c'est juste trop bien, donc ouais, j'ai pas mal de pêchers, nectariniers. Ça résiste bien aux sécheresses? Ouais, ça pousse bien ici quoi. Autant j'ai des trucs qui patinent un peu, ça pêcher, prunier, c'est plantes qui aiment bien le soleil et ça va bien ici. Terrible. Beaucoup de nichoirs. Ouais, puis c'est génial, tu mets un nichoir, quelques mois après, tu as les oiseaux dedans, quoi. C'était pour la biodiversité. Moi, quand je suis arrivé ici, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte maintenant, il n'y avait pas un arbre. Il n'y avait rien, quoi. C'était juste des prés, en fait. Okay. Et les premières années, j'étais bluffé parce que il n'y avait pas un piaf, quoi. J'avais pas un oiseau. Et donc, le fait d'avoir planté petit à petit, ils ont commencé à venir, surtout... C'était surtout sensible il y a 2 ans, on va dire, où là tu sentais qu'il y avait du passage. Et depuis que j'ai mis les nichoirs, il n'y a pas que du passage, ils y restent. Et ouais, c'est vraiment une grosse différence. Là maintenant, tous les matins, là, je me fous devant la porte-fenêtre, je prends les jumelles et puis je regarde ce qui se passe ici, c'est un vrai bonheur, quoi. C'est devenu accueillant. C'est devenu hyper accueillant, alors que je te dis, il n'y avait vraiment rien avant, quoi. Et là, je vois que tu as... Waouh, ça fait limite un marécage. Alors, ouais, non, mais là, c'est un petit pépin. Donc là, j'ai fait une pédoépuration juste au-dessus. Mais depuis 2 ans, elle fuit. Donc là, il va falloir que je change de système, que je fasse un système graine d'eau, je pense, avec des bacs étanches, parce que là c'est pas chouette. Ouais, t'es toujours en test, comme à chaque fois que je visitais des lieux, c'est du test. Bah ouais, mais non, mais dommage, parce que jusqu'à il y a 2 ans, ça marchait très bien. Donc on est en toilette sèche, donc t'as pas les étrons là qui flottent un peu partout. Donc c'est plutôt chouette, mais par contre, du coup, maintenant ça fuit. Donc là, par contre, ça va pas. Et j'ai planté pourtant plein d'arbres pour essayer de pomper l'excès d'eau, mais ça suffit pas. Et là, il repart. C'est quoi ça? Ça, c'est des saules des osiers. C'est de l'osier, saule des vanniers, plus exactement, le Salix viminalis, que j'utilise pour faire des liens, pour faire des structures, des trucs comme ça. Et je les trogne tous les ans. Et donc, il faut que... Ils vont repartir du truc et refaire quoi, comme tous les ans, quoi. Ça, c'est le potager de zone 2. C'est-à-dire que c'est là où je mets les légumes qui ont le besoin de moins de boulot. Le potager de zone 1, là-bas, voilà, c'est le tout venant, c'est ce dont on a besoin le plus souvent. Là, c'est plus pour tout ce qui est ail, oignons, patates, maïs, courges, voilà, les trucs qui ne demandent pas trop de boulot. Je les mets là parce que je suis un peu plus éloigné de la maison. C'est en pente, j'ai un peu plus la flemme d'y aller. Donc là, je mets les trucs dont j'ai pas beaucoup besoin, en tout cas qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. D'accord, tu parlais de zonage, tu t'intéresses à la perma, je présume, permaculture. Oui. D'accord, comment t'es rentré dedans? T'en faisais sans savoir et après tu t'es dit mais ça ressemble à ça? Parce que 2012, c'était pas encore trop... Non, j'ai découvert la permaculture en m'intéressant à l'agroécologie, puisque ça me parlait déjà pas mal. Et en fait, moi j'ai vraiment compris tout de suite l'intérêt de la permaculture en termes de conception. Ça permet en fait de boucler la boucle, de créer des systèmes autonomes et durables et productifs, quoi. Donc pour moi, c'est hyper complémentaire de l'agroécologie. Les deux vont ensemble. L'agroécologie pour moi, c'est les techniques. La perma, c'est le mode de fonction, c'est le plan de montage, en gros. Et ce n'est pas que du jardinage. À chaque fois, on le précise, c'est un ensemble, la perma.
Tout à fait. C'est vrai que ça, mais c'est très, très français ça. On parle de perma, tout de suite, c'est ah oui, il est où votre potager, ils sont où vos légumes? Et les buts, elles sont les buts. Et elles sont où les buts? Alors là, ça déjà, je dis que je ne suis pas formateur en permaculture, je suis déformateur en permaculture. C'est-à-dire Tu vas te faire des amis en disant ça. Pourquoi c'est-à-dire parce que le premier truc que je fais, c'est je casse tous les mythes. Parce que les trucs un peu tout faits, les solutions toutes faites, les trucs qui marchent en 3 semaines, non, ça ne marche pas comme ça déjà. Pour moi, l'intérêt de la permaculture, c'est surtout pas les légumes. Parce que les légumes, ça demande du boulot, c'est des plantes annuelles, c'est souvent des plantes qui ne sont pas locales, qu'il faut soigner, qu'il faut dorloter, qu'il faut faire attention, qu'il faut des fois traiter, qu'il faut amender, etc. Alors qu'on a pléthore de plantes comestibles, bonnes, partout. Enfin, voilà, des fois, je me dis que ça ne vaut pas forcément le coup. Voilà, j'essaye de casser aussi le mythe de l'autonomie alimentaire. Vous voulez être autonome alimentairement? Commencez pas par du potager, quoi. Puis vous n'aurez pas de vie. De quoi? Ils pensent qu'on peut déjà, vous n'aurez pas de vie. Ensuite, je suis désolé, mais les salades, les tomates, les carottes, c'est super, mais ça ne fait pas un repas en fait. Donc posez-vous la question, c'est quoi qui fait un repas? Et là, déjà, on commence à être sur d'autres systèmes, des systèmes plus riches en tubercules, des systèmes plus riches. Je sais pas, par exemple, ici, nous, on est en châtaigneraie. On a des châtaigniers partout. Pourquoi on se ferait chier à, tu vois, c'est 60% de lipides, les noix pareil, tu peux les conserver, tu peux les transformer. Et en céréales, comment tu fais? Je vois que tu as des bêtes, en face l'agriculteur, comment tu fais pour... Ah mais elle ne bouffe pas de céréales, moi. Elle bouffe de l'herbe et du foin l'hiver. Génial. Voilà. Non, elle bouffe surtout des feuilles, ça fait 2 ans avec les sécheresses, il n'y a plus d'herbe, donc elle bouffe surtout des feuilles en fait. Et je suis aussi en train de réfléchir à une nouvelle stratégie de fourrage, mais du fourrage arboré pour le coup. Avec des trognes de tilleul, de frêne, de mûrier, de noisetier, parce que l'herbe, il y en a de moins en moins, ou en tout cas de moins en moins longtemps. Oui. Donc je veux conserver mes animaux, et donc il faut que je leur trouve autre chose à bouffer. Et finalement, les feuilles, ça marche du tonnerre, quoi. Qu'est-ce que tu as adapté par rapport à... Quand tu as commencé en 2012, on parlait pas autant du changement climatique, tu dis que là ça fait 4 hivers, donc les baissières, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as changé par rapport à tes débuts, des erreurs de débutants ou... Ouais. Ah bah oui, clairement. Au début, je suis arrivé un petit peu en pionnier en disant moi je veux faire ça ici. Un grand classique. Hein. Je vais tout déchirer, je vais tout apprendre. Donc je veux ça et ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'est pas si simple que ça, parce que c'est pas toi qui décides grand. Donc quand tu as des sécheresses monumentales 1 année, 2 années, 3 années, il y a des choses que tu voulais absolument planter, mais non, en fait, ça va pas pousser. Des exemples pour calmer un peu les gens qui se diraient wow. Eh bien, déjà le potager. Hein. Oui, déjà. Déjà le potager, je veux dire que moi, là ça fait 2-3 ans d'affilée, je lève le pied, hein, parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement pour au final, quand on a nous on est un sol très filtrant, donc c'est un sol qui garde pas l'eau. Ah mais tu manques pas d'eau avec le ruisseau à côté. Ouais, mais le sol en lui-même a une faible réserve utile, donc ça veut dire qu'il faut vraiment arroser beaucoup tout le temps, et moi c'est pas du tout mon idée, quoi. En automatique, tu as du système autonome en électricité, pourquoi tu... Enfin, peut-être que je suis persuadé que tu y as pensé, mais... En fait, c'est un problème de disponibilité en eau. Nous, on a juste une source. Et l'été, la source, elle coule de moins en moins, quoi. Donc, elle coule quand même un peu, mais j'ai des scrupules à foutre des centaines de litres dans le potager, tu vois. Je préfère qu'on en ait pour nous, quoi. Si vraiment ça coule plus, au moins je garde l'eau pour nous. Alors, là-haut, j'ai monté un plan B aussi. Maintenant j'ai un plan B, je récupère un trop-plein d'abreuvoirs de vaches, j'ai fait enfouir un tuyau et du coup j'ai une cuve de 3000 litres en hauteur. Donc, à fond. Ouais. Donc je n'ai pas une seule source d'approvisionnement en eau, j'en ai 2 et bientôt le plan C est en cours. C'est-à-dire récupérer les eaux pluviales dans des cuves dans la cave. Récupérer tout dans la cave, comme ça l'eau est au frais, elle ne voit pas le soleil, elle se conserve et je peux réutiliser avec une pauvre petite pompe solaire, je peux réutiliser dans la maison. Ça fait masse thermique, je pense. Aussi, oui. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que bon, après, dans une cave, donc ça ne sert pas forcément à grand chose, mais en tout cas, voilà, ça c'est le plan C. Parce qu'effectivement, l'eau, c'est un vrai problème depuis le début qu'on est là. Tu as vu, tu te l'es pris de plein fouet. Là. De plein fouet, et en plus, j'avais pas l'habitude parce que je connais très bien le pays et on n'a jamais eu des manques d'eau comme ça. Jamais. On n'a jamais eu des chaleurs comme ça, jamais. C'est 40 piges que tu connais de... Voilà, et c'est vrai que là, ces dernières années, je tombe de haut quand même. Je me dis, il va vraiment falloir être résilient, imaginatif et puis pas borné, quoi.
Donc je modifie mes façons de faire, je modifie mes plantations, tout mon cortège floristique est en train de changer parce qu'il faut que je l'adapte à des conditions qui changent et qui changent vraiment vite. On est juste à côté du ruisseau, tu m'as dit que c'était vers là il me semble. Ouais, on va aller faire un tour, je vais juste te faire voir la dernière mare. Donc il faut savoir qu'ici en fait, pour moi je suis tombé amoureux parce que c'est un système en permare. C'est-à-dire que tu as un réseau de bassins un petit peu partout. C'est déjà fait? Oui. Ah ouais. Il y a 5 ou 6 bassins sur la propriété. Donc là, tu en as un à l'entrée, tu en as un dans la forêt, et là, je vais te faire voir, c'est le seul qui est encore en eau. C'était les meilleurs permaculteurs, nos ancêtres quand même. Ben ouais, mais ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas de pétrole. Hein. Ils n'avaient pas de pétrole, ils étaient obligés de faire du durable, quoi. Donc là, il y a un petit peu de boulot avant de remettre ça en marche. Ouais, Et en fait, tout ici était quadrillé pas de baissière pour le coup, mais de fossés qui amenaient l'eau parfois sur des kilomètres et des kilomètres. De l'eau qui venait uniquement du ruisseau. Excellent. Et ils mettaient les habitations toujours pas loin de l'eau. Hein, ouais. C'était vraiment un système inclusif et très très bien pensé dès le départ. Et c'est pour ça que je me suis dit que plutôt que d'inventer la roue, autant me baser sur quelque chose qui tient la route depuis quelques siècles. Oui, ça a nourri et protégé des gens depuis. Bon, en fait, depuis même très longtemps, parce que l'ancien nom d'ici, c'est un nom gallo-romain. Littéralement, c'est les bois de Jupiter. Donc ça veut dire que ça fait au moins 2000 ans qu'il y a du monde ici. Génial. Donc, il y a de la détection à faire. Oh, à mon avis, ça a déjà dû être fait par les... Non, mais c'est une très bonne idée. J'y pense. Mais c'est avec la drac et tout, c'est vachement réglementé là-dedans. Alors ça, c'est une ancienne étable. C'est l'ancienne, voire même l'actuelle. Hein. Là, on s'en sert pour l'hiver. Il y a les râteliers au fond. J'arrive pas. Ouais. Oh, okay. J'ai fait des petits râteliers, ce qui me permet de leur donner du foin d'en haut et de ne pas être obligé de descendre. Ah oui, parce qu'on est plus bas là. Hein. Donc j'ouvre une trappe, je fous le foin, je referme la trappe. Génial. Et ça, tu vois, mine de rien, quand tu achètes un corps de ferme, ça c'est du cadeau. Tous ces bâtiments qui pourraient au pire servir à autre chose. Mais ouais, bien sûr que c'est que du cadeau. Mais moi, je l'ai vu direct. Hein. J'ai vu le potentiel quand je suis arrivé là, les bâtiments, l'eau, la pente. J'ai fait la forêt juste au-dessus. J'ai fait non, c'est pas possible. Il me faut ce truc. Le coup de cœur. Et en plus, quelle chance. Enfin, chance. Il n'y a pas de chance. Mais il n'y a que des rencontres. Mais il y a des moments où tu as l'univers qui complote à ce que tout marche, quoi. Et c'était ce grand moment. Alors, c'est un chantier archéologique à temps plein ici. Hein. Quand je te dis que c'est vieux, c'est vraiment vieux, quoi. C'est-à-dire que tu as des pierres partout, tu as des fondations partout. Dans le potager, là, on dirait pas. En fait, dessous, c'est pavé. Donc, ça veut dire qu'il y avait certainement des habitations, il y avait plein de choses, quoi. Et ça, donc, c'est mon chantier de cet hiver. D'accord. J'ai tout curé, en fait. Ça fait 80 cm de profond et c'était rempli de vases, jusqu'en haut, quasiment. Et c'est cette fameuse vase, donc, que j'ai remplie dans la serre et dans le potager. Ah ouais, ça suinte, ça va pas... Ouais, tu as une petite trappe, mais bon là, comme c'est trop vieux maintenant, ça suinte plus que ça ne circule. Et qui prend l'eau donc du ruisseau. Alors ensuite, cette eau, elle part sous terre, et elle ressort devant la grange. Je vais filmer, donc là ça part... ça part sous terre. Dessous là. Et là ça passe... Et ça passe souterrain, c'est souterrain et ça ressort devant la grange. Ah oui, là on était... Ouais. Ah, c'est dingue. Ouais, et tu vois, on voit aussi... Ça, on en parle souvent, comment on change de configuration, de végétation tout de suite dès qu'il y a de l'eau. Ouais. C'est dingue. Moi, c'est aussi cette proximité avec la flotte qui m'a donné un coup de cœur, quoi. C'est tellement précieux, Ah, c'est un point stratégique. Hein. Ah ouais. Ça va devenir des oasis, hein, comme dans le désert. Écoute, tant que l'eau coule. Là, ici, ce bâtiment, tu t'en sers pourquoi? Il a l'air d'être plutôt bien rénové aussi. Alors pour l'instant, il est hors d'eau, hors d'air. Okay. Donc je m'en sers pas parce qu'il y a tout l'intérieur à faire en fait. Hein. C'est une coquille vide, hein. Il y a juste 4 murs et un toit. C'est juste joli extérieurement, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc à terme, ça, ce sera un petit habitat, un petit logement ou une zone pour les stagiaires, pour les woofers, qui soient tranquilles. Et nous aussi. Je crois que je t'ai posé la question, mais tu accueilles depuis quand des stagiaires? Les premières formations que j'ai fait sur le lieu, c'était 2014. D'accord, je mettrai un lien pour te contacter pour les gens qui voudraient, soit qui sont dans la région ou même qui ont ce genre de configuration ou qui voudraient se former. Je mettrai le lien dans la description pour qu'on puisse te retrouver. Là, on est sur le bâtiment principal, tu es sur 2 étages? Ouais, okay. C'est ça. Là l'idée, donc cette maison-là, elle allait jusque-là avant.
Elle s'est effondrée, ils ont sauvé en refaisant ce pignon, ils l'ont sauvé. Donc j'ai toute cette partie-là qui est pavée. Et l'objectif, donc c'est en cours, hein, il y avait plein de petits chantiers partout. L'objectif, c'est de faire une serre passive ici. Génial. Plein sud, contre un mur, qui permettrait de chauffer la maison. Enfin, tu vois le système intégré, quoi. C'est marrant, c'est la visite juste avant. Hier, ils ont fait ça contre un mur et ça emmagasine c'est top. La chaleur. Donc donc là normalement j'ai un maçon qui doit passer, me filer un coup de main et puis on va commencer à bosser là-dessus. Mais là il y a du gros boulot parce qu'il faut refaire les murs, ils en peuvent plus. Un gros boulot. Bah, en même temps, les corps de ferme, là c'est ce que tu disais aussi, il y a le prix, tu as eu un super prix, mais c'est aussi parce qu'à côté il y a du taf, quoi. Ouais. Ah oui, il y avait vraiment beaucoup de taf. Ouais. Là, tu disais, tu te fais aider d'un maçon. Il y a des choses que tu sais, as réussi à faire toi-même, les charpentes. Oui, bah, tout ce qui est enduit, tout ce qui est dalle, tout ce qui est construction bois, j'ai pas trop de mal. Mais après, il y a des choses pour lesquelles je me fais accompagner, bien sûr. Ouais. Puis on peut pas être bon dans tout. Et puis des fois, il faut connaître ses limites. Je veux dire, charpentier, c'est un métier, quoi. Ça s'improvise pas. Hein. Le taf qu'ils nous ont fait, les copains. Bon, après, j'ai de la chance. Hein, j'ai des amis charpentiers et menuisiers, donc. Hein, tu connais tout le monde, t'es d'ici, quoi. Ouais. Donc ça aide quand même, quoi. Puis ils font ça bien, ils font ça vite. Bon, moi j'aurais fait ça, j'aurais galéré pendant des mois. Ouais, des fois, il vaut mieux connaître rapidement ses faiblesses et dire à l'aide. C'est beau là. Et alors je vois que tu as beaucoup de consoude. Tu t'en sers beaucoup ou c'est parce que. Alors j'en ai planté. Non, j'en ai beaucoup parce qu'elle elle est extrêmement invasive. Pourtant c'est de la Bocking 14. Celle-ci normalement elle est stérile. Sauf. Oui, ça se voit. Ouais, alors le problème c'est qu'il y avait un truc que j'avais pas. Il y avait un paramètre que j'avais pas pris en compte, c'est le paramètre râteau-pied. Le râteau-pied bouffe des petits bouts de racines, puis il trimballe les petits bouts de racines un peu partout dans les galeries. Ah, puis ça repart. J'en ai partout. Et comme tu vois, c'est un petit peu invasif. Alors, ouais, mais je pense. Enfin, tu sais, en plus, avec tous les arbres que tu as, le potassium, la potasse, je crois. Potasse, ouais, principalement, et beaucoup de minéraux aussi, d'autres minéraux. Donc là, normalement, je les fauche régulièrement. Ouais. Normalement, là, j'aurais déjà dû les faucher, mais en fait, les abeilles ont tellement rien à bouffer en ce moment que je préfère laisser des fleurs, quoi, parce que là, ça butine. Donc, T'as quoi comme genre de gelée le plus extrême que tu as vu depuis 2012 ici, c'est combien? Oh, je sais pas, je dirais un petit -10. Ah ouais? Pas beaucoup. Ah ouais, non, pas beaucoup moins, je crois pas. Tu vois, quand on dit ouais, le Cantal. Mais oui, mais pour ça, je te dis, c'est vraiment pas le même pays. Hein. Nous, on est plus près du Lot, au niveau du climat. Là. Et ouais, tu disais. Mais tu sais, c'est des clichés. On entend Cantal, on n'imagine pas. Oui, on est mort de rire, la tache bleue sur la carte météo. Mathieu, on pourrait montrer plein de trucs sur l'autonomie comme le photovoltaïque, on en a parlé tout à l'heure et tout. Ça, c'est quelque chose d'assez commun. Tu me disais que c'est bien de produire, mais c'est aussi bien de transformer. Donc, je voudrais qu'on profite du fait d'être dans une salle de préparation. Pour toi, c'est important d'avoir une salle de prépa ? Souvent, on mise l'autonomie alimentaire juste sur la production. Produire, c'est très bien. C'est déjà un boulot à plein temps, c'est beaucoup de taf, etc. Sauf que quand tu as beaucoup de production, qu'est-ce que tu en fais derrière? Et c'est là où il va falloir réfléchir. Ouais. C'est-à-dire que tu ramasses des châtaignes, c'est très bien. Tu as ramassé plein de châtaignes, tu as une pleine poubelle de châtaignes, ok, c'est cool. Sauf que en fait, là, tu as fait que la moitié du boulot. Parce que si tu veux t'en servir, il faut que tu les transformes. C'est-à-dire qu'il faut que tu les tries, il faut que tu les sèches, il faut que éventuellement, tu les congèles si tu veux. Tu peux les faire en bocaux, tu peux les broyer, tu peux faire de la farine, etc. Et ça, ce qui est bon pour les châtaignes, c'est bon pour plein d'autres choses. C'est bon, je sais pas, par exemple, moi je me suis testé depuis 2 ans à faire des glands, les noix, les noisettes, etc. Ramasser, c'est une chose, mais t'as pas fini le boulot derrière. Et c'est vrai que ça demande de la logistique, ça demande du temps, ça demande de l'espace. Et voilà, c'est pour ça que là, cette salle-là, finalement, au début, c'était juste un espèce de bric-à-brac. Et puis petit à petit, on commence à stocker des choses ici, parce que c'est une salle qui est fraîche. On commence à transformer un petit peu. Tu dis on commence, ça fait combien de temps que tu t'y mets concrètement? Vraiment, ça fait vraiment 2 ans, je dirais. 2 ans. Et tu formes des gens, tu m'as dit cette année, tu vas montrer ce que tu fais depuis 2 ans, tu vas le montrer aux personnes qui font des stages, parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus. Il y a un peu de demandes, ouais, et puis moi ça me paraît important de transmettre et de partager tout ça, quoi, parce que c'est des expériences, c'est des recettes, et puis j'interviens pas tout seul aussi, il y a une amie cuisinière qui intervient aussi, qui en connaît pas mal. Ouais.
Et puis à tous, on s'échange des recettes et c'est plutôt chouette parce que ouais, la production c'est une chose comme je te disais, mais c'est pas fini parce qu'après tu peux avoir de la salaison, tu peux avoir de la lactofermentation, tu peux avoir plein de choses super intéressantes qui te permettent de valoriser ce que tu as produit. Et c'est important de valoriser ce que tu as produit, parce que produire c'est super, mais il faut valoriser derrière. Et tu peux valoriser en conservant toute l'année, tu peux bouffer toute l'année de ce que tu fais, quoi. Donc ça vaut quand même vraiment le prix. Moi, on a goûté du canard que tu avais préparé, c'était de la tuerie, de la grosse tuerie. Je mettrai, bien sûr, si les gens sont intéressés par ce genre de stage, et aussi tu formes sur les extérieurs, ce qu'on a montré. Tu as un ami à toi qui intervient sur la partie énergie, qui maîtrise grave. Je mettrai ça en description pour tous les stages et tout, t'inquiète pas. Donc, si les abonnés sont intéressés, je mets tout ça. Je vois qu'il y a le chat là qui va au-dessus. Est-ce que tu peux nous montrer pour toi, comment on se lance, qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé à ça? Donc tu as dit surproduction, surproduction de châtaignes parce que tu as des châtaigniers. On a des châtaigniers absolument partout. On a beaucoup de noisettes aussi. J'ai planté des noyers, j'ai pas encore des noix, mais donc l'idée c'est d'avoir un maximum de choses produites locales, des choses qui se conservent, des choses potentiellement qui peuvent être séchées, déshydratées, transformées en farine, en tout ce que tu veux. Et ça me paraît au bout d'un moment, ça me paraît vraiment indispensable, quoi. J'ai commencé, je dirais, avec les châtaignes. Parce que donc nous on est dans la châtaigneraie cantalienne, donc des châtaignes on en a énormément, et c'est une ressource qui est complètement passée de mode alors que c'était la nourriture de base ici avant, quoi. Ça apporte quoi? Tu as une idée? C'est quoi? C'est des protéines? C'est quoi? Protéines, lipides. Okay. Lipides, c'est quasiment, c'est un aliment complet quasiment, quoi. Au même titre que le blé, quoi. Sauf que le blé, il faut retourner le sol, il faut semer, il faut potentiellement arroser, traiter éventuellement. C'est beaucoup de boulot. La châtaigne, tu te baisses et tu la ramasses, quoi. Et ouais, t'as pas besoin d'avoir aussi un champ de céréales, de blé, un champ... Et puis moi, favoriser, privilégier l'alimentation qui vient des arbres, pour moi, c'est quand même quelque chose de vachement plus cohérent. Totalement, surtout quand c'est déjà bien ancré. Surtout quand ça pousse tout seul et que t'as pas besoin de rien faire. Pas besoin d'eau et tout. Il sait chercher l'eau par lui-même et les nutriments, etc. Ouais. Par exemple, la châtaigne, tu en fais de la farine, tu m'as dit. Ouais. Là, sur la table, c'est fait pour l'espèce ouais, c'est fait pour. Alors, une première étape, c'est que déjà, je la fais sécher, la châtaigne. Donc moi, j'ai ma cuisinière bouilleur. Donc, je fais sécher les châtaignes pendant 24 à 48 heures. Okay. À l'issue de ça, c'est des cailloux. C'est dur comme du caillou. Et là, je les mets dans cette espèce de petit moulin. Ça a l'air grossier comme... C'est très grossier, ça fait plus une espèce de semoule qu'une farine. Okay. Si vraiment je souhaite faire de la farine après, j'ai un moulin électrique. D'accord. Par contre, si je mets la châtaigne directement là-dedans quand elle est sèche, je casse tout. Donc c'est vrai qu'il faut le faire en plusieurs fois. Mais à la limite, moi, le côté semoule me suffit. Donc là, après, je fais des galettes avec ça, je les mets dans les soupes. Je fais des sauces, enfin, voilà quoi. Et puis j'ai des bocaux là qui ont des mois et je peux les conserver ad vitam, quoi. Et ça, c'est riche en protéines, c'est riche en lipides, c'est hyper nutritif. What else, quoi. What else. Tu me parlais aussi, alors on a montré, alors j'adore ces contenants, je les connaissais pas aussi gros, les bidons bleus. Tu fais de l'achat groupé, pour toi c'est important. Alors, tu passes par quel réseau? Tu passes par un Biocoop par exemple? Biocoop, non, j'y vais quasiment plus maintenant, j'ai plus vraiment besoin d'y aller. Okay. Pour l'instant, on se fait livrer à plusieurs familles, donc des grosses quantités d'éléments de base. Donc des farines, du riz, lentilles, etc. Les particuliers peuvent commander des grosses quantités comme ça sur des réseaux? Ouais, ils peuvent. Après, je crois qu'il faut un numéro de SIRET pour... Mais bon, ouais, enfin, voilà, ça se bricole, quoi. Après, il y a beaucoup de frais de transport, c'est pour ça que c'est intéressant d'en avoir des grosses quantités en commande. C'est quoi ce nom de réseau? C'est un truc très fermé ou... C'est Keramis. Les Biocoop se fournissent chez Keramis, par exemple. Donc là, on squeeze un intermédiaire et on va directement au grossiste. Ah oui, non, mais pour les gens qui achètent 5 kilos, autant aller à la Biocoop. Tout à fait. Mais complètement, sauf que nous, on n'est pas sur 5 kilos. Oui, j'imagine. Bah, tiens, justement, donc là, vous êtes deux à l'année, parfois 3. Ouais. Tu commandes juste pour se faire une idée. C'est vrai que les gens qui voudraient se lancer... C'est une bonne idée. C'est une bonne question. Combien Idée et question, bah oui, pour savoir. Imaginons quelqu'un là se dit, mais c'est pas mal ce qu'il dit, et c'est vrai que autant commander. Je sais aussi, alors je te donne... Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'avenir et qui font des provisions, savoir un petit peu par combien on achète. Alors, nous, on achète principalement, c'est vraiment des grosses quantités, c'est les sacs de 20 à 25 kilos. Donc, sac de 20 à 25 kilos, t'en as quand même pour quelques mois, voire une petite année, quoi. Et oui.
Donc on a de la farine de pois chiches, farine de riz, farine de sarrasin. On achète aussi, donc ouais, comme je te disais, les lentilles, le sarrasin. Sans gluten, tu me disais. Ouais, bon, préférentiellement sans gluten, oui, effectivement. Ok, niveau huile, je vois que tu as acheté directement, tu achètes aussi Après, en c'est gros, pareil, mais on achète aussi en gros les huiles, en bidon de 5 litres, je crois, 3 litres ou 5 litres. Et pour les pots, tu les chauffes là-bas directement dans ta salle à manger Pour les pots, pour faire les conserves? Ouais, pardon, les conserves. Alors, les conserves, c'est pareil. J'en ai fait de plus en plus au fur et à mesure que j'avais de la production. Mais je me suis rendu compte que ça consommait une énergie dingue. Enfin, j'ai l'impression de filer des thunes à Poutine chaque fois que je faisais une... T'es au gaz alors. Chaque fois que je faisais une tournée de bocaux, et je me suis dit, ça commence à me poser un problème. Donc en fait, je me suis construit un petit rocket stove qui me permet de monter en température et de faire mes pasteurisations au bois. Et oui, puis tu manques pas de bois. Les gens Oui. verront l'intro et verront que tu es vraiment entouré. Donc, Ouais, donc du coup, ça me coûte rien, même en énergie, pour faire mes bocaux maintenant. Donc, Et tu arrives à gérer la température au Rocket Stove, quand même, avoir quelque chose d'assez... Parce qu'il faut que ce soit assez constant, non? ouais, oh oui, sans problème. Après, j'ai une grosse plaque de métal épaisse, donc qui conserve la température, ça va, il n'y a pas trop d'amplitude, quoi. Ok, génial. Ouais. Ok. Et lacto et tout, tu tentes un petit peu lacto? Oui, de plus en plus, je suis fan. Ça, c'est encore mieux, parce que là, tu n'as même pas de montée en température, tu n'as même pas d'énergie dedans, quoi. Tu as besoin de gros sel, quoi. Ah, donc c'est aussi pour ça que tu conserves la viande avec le gros sel, et en plus tu fais de la lacto? Ouais. Ah ouais. Ça, c'est juste génial, en fait. Je comprends même pas qu'on ait perdu cette habitude-là, quoi. Donc, ça veut dire plus besoin de frigo, ça veut dire plus besoin de monter en température avec du gaz, que sais-je, du sel et un bocal qui ferme, quoi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Pour un produit, au final, en plus, qui est plus nutritif, qui est mieux valorisé que s'il était fait autrement, quoi. Et alors, encore une question vraiment de débutant, mais faut s'attaquer à combien en achat de gros sel et de sel? Combien quand on commençait la conservation? Comme ils faisaient à l'époque, hein, mais... Comme ils faisaient à l'époque. À l'époque, ils avaient tous dans les cheminées, il y avait les petits bancs coffres en bois où ils mettaient le sel dedans. Il leur faut pas non plus des quantités, je dirais, moi, un sac de 20 kg de gros sel de mer. De mer? Pas de sel de déneigement, non, c'est pas une bonne idée. Ouais. Du sel de mer. Ok. Déjà, il y a de quoi faire, et puis on peut réutiliser le sel, c'est ça qui est bien aussi. Ah ok, d'accord. J'essaye de le réutiliser au maximum. Ouais. Donc là, Mathieu, tu m'as dit c'est moins ta partie, tu es passé par quelqu'un pour cette installation? Ouais, moi je suis passé par un ami donc, qui nous a fait l'installation. Ouais. C'est quelqu'un qui intervient aussi, on donne des stages d'autonomie énergétique, et c'est lui qui intervient, parce qu'effectivement, moi, c'est pas ma partie. Après, je comprends à peu près comment ça fonctionne, et j'en suis très content, mais c'est pas mon kiff, quoi. J'ai pas de plaisir à bidouiller des fils, des machins, c'est pas du tout mon truc. Ok, alors désolé si c'est un peu flou, parce qu'il y a la lumière, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Tu m'as dit en batterie, on est sur combien sur l'ensemble des batteries? 20 kilos. 20 kilos, d'accord. Vu que c'est du plomb, on conseille souvent de ne pas vider à plus de 50%. Ça, ouais. Donc ça te fait 10 kilos utiles. Pourquoi autant pour 2 et 3? Pourquoi autant pour 2 et 3? Parce que des fois on est vachement plus nombreux, quoi. Quand il y a des stages, en particulier les stages longs, on peut monter jusqu'à, avec nous, 15, voire des fois 20 personnes. Donc ça me paraissait intéressant de surdimensionner, d'autant que vu l'investissement que c'est, on n'en est plus à ça près, quoi. T'as jamais eu de coupure et tout? Parce que je vois que tu as du Victron, c'est une valeur sûre. Ouais, c'est top. Non, j'ai jamais eu pour l'instant, j'ai pas eu à m'en plaindre. Et puis c'est vrai qu'in fine, on aura certainement donc la petite maison que tu as vue ce matin. Bon, bah, l'idée c'est de faire un autre foyer dans cette maison. Donc, d'accord, donc ça pourrait être adapté, oui, pour 2 de plus. Ouais, a priori, il n'y a pas de souci. Ouais. À l'année, ok. C'est fait pour. Ouais. Sur les panneaux, alors on est monté, bon, c'est un peu plus haut. Tu m'as dit on est sur 125 watts par panneau, crête. Ouais. Et alors je sais même plus combien de panneaux de mémoire, je crois qu'on est. On est 8. T'en as 8? D'accord, donc je laisserai les gens calculer, on est à peu près sur 8 fois 125, on est sur 1500 watts crête à peu près. Dans ces eaux-là, j'ai plus les chiffres en tête. Ouais. Ok, en hiver, bon, toi tu es aussi raccordé au réseau? Alors c'est toute la différence, c'est que si j'étais vraiment en autonomie off-grid, quoi, l'hiver, ce serait surtout des hivers comme on a eu là, avec des semaines et des semaines sans un seul rayon de soleil, ça aurait été vraiment compliqué et pas très sympa. Je confirme. Donc on est quand même relié au réseau, et on peut switcher en fait quand vraiment les batteries sont trop basses, ça se met sur le réseau. Ou alors quand on a une grosse demande, une bétonnière, un four électrique ou quoi, paf, ça se met sur le réseau et après ça rebascule. Donc, ce qui me permet d'avoir vraiment une souplesse
dans la consommation et dans la production. D'accord. Et puis ce qui est bien, c'est que si, imaginons, il y a des vents, le réseau est coupé, tu switches et là, ça ne sert pas que au cas où, ça te sert. Enfin, si, c'est aussi un au cas où. Ok, bon, on va pas détailler plus parce que comme au moins, et t'as l'honnêteté aussi, ça fait plaisir de dire que quand on se lance, on peut pas tout bien savoir faire. Toi, c'est plus le jardin, les arbres. Oui. Parce que tu me disais juste avant, ça je le précise, tu me disais, ouais, mais est-ce que les gens pourraient s'identifier à mon projet vu que toi, tu as été dans les espaces verts? Moi, j'étais pépiniériste, forestier, les arbres, c'est mon taf, quoi. Mais en même temps, tout s'apprend. Comme là, si tu n'avais pas de potes, je pense que tu te... Là, je suis capable de réparer ça, je sais comment ça fonctionne, j'ai juste pas la mémoire des chiffres, mais après, ça m'intéresse pas. Mais voilà, c'est honnêtement. Honnêtement, franchement, ça me file des boutons. Ouais. Mais donc c'est vrai que c'est pas mon kiff, mais tout s'apprend, oui. Et puis une fois que tu as compris, rien n'est vraiment compliqué. Moi, j'aime bien filmer ça. Alors des fois, t'es pas le seul à pas entrer dans le détail, mais pour que les gens connaissent les marques utilisées, même les schémas, tu vois, c'est tout bête, mais donc on voit le petit onduleur, MPPT, là MPPT, là l'onduleur, je présume. Ouais. Et ça, c'est la sortie en 12 volts. Ah, en plus, pour refaire un autre réseau. Voilà, si je veux, je peux mettre toute la maison en 12 volts. D'accord. Ça, c'est en mode dégradé, c'est-à-dire que le jour où le Victron y pète, etc., où vraiment c'est la grosse galère, j'ai quand même pas mal de panneaux, j'en ai d'autres dans la cave qui attendent, je peux me mettre en 12 volts, c'est dans la merde. Génial. Ok, et c'est ce que disait Rémi aussi du Cantal, qui disait si vous pouvez récupérer des panneaux, même qu'on estime être des panneaux qui fournissent pas beaucoup. En mode dégradé, on est toujours content d'avoir même le minimum, surtout d'ailleurs le minimum. Bon, gros manque de lumière ici, mais faudrait qu'on parle de ça parce que c'est quand même un pan important pour l'autonomie. Tu peux nous présenter ce que c'est ce petit système, enfin petit ou gros système? Petit, ouais, moyen on va dire. Disons qu'au-dessus j'ai la cuisinière bouilleur. Ouais. Donc c'est une cuisinière qui nous chauffe la pièce, où on fait la popote dessus, et également ça nous chauffe l'eau chaude sanitaire dans un premier temps. Et une fois que le ballon de 300 litres est plein d'eau chaude jusqu'à un certain degré, ça part dans le chauffage central dans les radiateurs. Donc en gros, cette cuisinière, elle nous fait toute l'eau chaude, sanitaire et chauffage central. Génial. Ça monte à combien quand tu chauffes Normalement, ça monte à moins de 100 degrés. Ouais, c'est normalement, à partir de 60 degrés, ça fonctionne. Ça monte jusqu'à 80, 85, mais au-delà, c'est pas normal que ça monte au-dessus. Normalement, ça monte pas au-dessus. Il y a un système justement qui régule ou? Ouais, après, tu as une pompe, tu as tout un système. Là, tu as le vase d'expansion fermé, un vase d'expansion fermé. Pour envoyer l'eau un peu partout. Alors, il y a moyen de faire un système encore plus simple, parce que là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le thermosiphon. C'est-à-dire que là, il faudrait que le vase d'expansion soit pour le coup ouvert et à l'étage, au-dessus du poêle. Et là, du coup, l'eau chaude monterait toute seule. J'aurais pas besoin d'une pompe. On ne l'a pas fait pour plusieurs raisons. Donc, bon, voilà, on a un vase d'expansion fermé et surtout, on a des petites pompes qui permettent de faire la circulation. Bon, c'est des pompes qui font 75 watts, c'est pas non plus dramatique. Et grâce à ce genre de système, même si tu as moins de panneaux, tu consommes déjà moins d'électricité si tu devais ne pas être accordé, parce que c'est une des sources les plus importantes de chauffer de l'eau. Là, tu te sers, bien sûr en hiver, surtout dans un genre de maison, je présume que tu fais bien tourner le poêle. Ouais. Oui, il est quasiment allumé en non-stop du mois d'octobre au mois de... là, tu vois, cette année, au mois de mai, il tourne encore de temps en temps. Oui, tu me disais une petite chauffe le matin quand même, de temps en temps, ça fait du bien déjà pour enlever l'humidité surtout aussi. Donc ce qui est bien avec ce système, c'est que ça fonctionne pour l'hiver et l'été. Après, j'ai un capteur solaire qui me chauffe l'eau uniquement par le soleil. Donc en gros, ça fonctionne que 6 mois dans l'année. Allez, 8 mois, entre 6 et 8 mois, quoi. Et l'autre système prend le relais. Simple, efficace. Simple et franchement efficace. Donc du coup, je dépense pas. Je dépense en énergie quand je fais mon bois, mais sinon, pour le coup. Mais ta chauffe ne te sert pas que à la chauffe de l'air. C'est un principe de perma. Un élément doit avoir plusieurs fonctions, et je pense qu'avec ce système-là, j'ai trouvé pour moi ce qui me paraît le plus intéressant, quoi. Alors Mathieu, il y a peut-être des gens qui vont te reconnaître. Tu m'as dit que tu étais déjà passé sur un média national assez important. Ouais. Quand ils sont venus,
ils sont venus dans quel objectif? Parce que je les ai vus arriver, hein, ils sont venus chez moi, les médias. C'est en mode, ce mec-là, c'est un survivaliste, en mode Survivor, ou ils ont quand même compris ta démarche Alors, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre au départ, et puis assez rapidement, ils ont vu qu'on n'était pas du tout les bons clients. Mais par contre, on était des clients qui finalement les intéressaient aussi, parce qu'on leur donnait une autre idée de... Alors, j'aime pas le terme survivaliste, je m'estime pas, je suis pas en train de chercher à survivre en fait, pas du tout. Déjà, j'essaye de vivre bien. Après, peut-être le terme anglo-saxon preppers me correspondrait un petit peu mieux. C'est-à-dire que on vit, on est dans la vie active, enfin, comme je le disais, hein, on paye nos impôts, on consomme, etc. Tout va bien, mais par contre, voilà, on instaure un plan B. La résilience, tout à l'heure tu disais. Voilà, je parlais de résilience, c'est-à-dire que on peut switcher en mode dégradé quand on veut à peu près. C'est à peu près l'idée si tu veux. Donc je me prépare, j'essaie de préparer les choses pour si jamais on doit switcher, on puisse switcher. Mais après voilà, on va au marché, on fait les courses. Enfin, tout à fait, on n'est pas complètement hors de la société, quoi. Tu disais que toi tu es quelqu'un d'ici. Tu parlais que tu t'intéressais à la crise pétrolière. C'est un petit peu ce qui fait aussi que tu veux une certaine résilience. Tu peux développer un petit peu plus là-dessus? Tes peurs, les signaux, les choses comme ça qui t'ont un petit peu alerté? Non, je te laisse parce que c'est pas simple. C'est épais. Donc la question c'est... Quels sont les signaux avant-coureurs ou peut-être que tu as vu jeune et que tu comprenais pas qui t'ont orienté vers ce schéma de pensée? Parce que tu n'as pas vu ça dans ton schéma familial. Tes parents, je pense qu'ils sont en mode il faut la retraite et enfin bien travailler pour la retraite. Oui, c'est ça, ouais. Le top, ce serait que si j'étais fonctionnaire, c'est sûr. Mais assez rapidement, j'ai compris en étant ado qu'il y avait un truc qui tournait pas rond. Je savais pas quoi, mais je sentais bien que là, c'était pas la normalité en fait. Ce qu'on nous proposait comme normalité, je trouvais pas ça super normal en fait. Même plutôt malsain même. Et plus j'ai fait des recherches, plus j'ai essayé de me renseigner, d'essayer de comprendre, plus je me suis dit non mais là on est complètement sur la tête, ça marche pas. Je me suis intéressé aux pics pétroliers et j'ai compris qu'en fait tout notre système fonctionnait avec de l'énergie bon marché. Et ok, soit, cool, dont acte. Ok. Et à partir de 2007-2008, et bon, je savais aussi qu'au niveau des recherches de pétrole, il y en avait de moins en moins, c'était de plus en plus compliqué et qu'on se rapprochait gentiment du pic pétrolier. À partir de 2007-2008 et d'un pétrole à $120 le baril, je commençais à me dire, je pense que là, le pic pétrolier, on y est là. Et effectivement, l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a fini par dire quelques années après qu'effectivement, on avait passé le pic pétrolier de pétrole conventionnel autour de 2007-2008. Donc quand tu dis pic, là on est sur la phase descendante. On est sur la phase descendante. Ce qui n'avait pas été imaginé à l'époque, c'était la part importante des pétroles non conventionnels, gaz de schiste, etc., ouais, qui nous ont permis de continuer un peu sur la lancée alors qu'on avait déjà passé le pic. Moi c'est ce que j'appelle, je te le disais, tout à l'heure je l'avais en l'intraveineuse. Ouais. Pour survivre un petit peu, quoi. Voilà, ils ont permis de nous permettre de survivre encore 10-15 ans de plus, mais on sait que maintenant c'est bon. Pic pétrolier des pétroles non conventionnels est passé. Eux aussi ils se cassent la gueule. Donc là on arrive dans une configuration géopolitique et stratégique qui est complètement nouvelle. C'est-à-dire que là, c'est la terra incognita, quoi. On ne sait pas du tout où on va. On prie pour retrouver encore des gisements. Ouais. Pour encore être encore plus en intraveineuse. Ils vont en retrouver, j'ai pas de doute. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'on a mangé notre pain blanc à ce niveau-là. Là, moi, ce que je vois poindre en ce moment, c'est d'autres pénuries. Pénuries de métaux en particulier, le cuivre, l'argent, etc., etc. Donc là, je me dis qu'on est peut-être les dernières années où il va falloir réagir, il va falloir faire quelque chose, il va falloir se préparer à autre chose derrière, quoi. Donc, j'arrête pas tout, je vis pas dans une grotte, je continue ma vie, on fait plein de choses avec plein de gens, etc. et c'est super. Mais en même temps, j'essaye de mettre toutes les billes de mon côté. Alors, c'est peut-être dérisoire, c'est peut-être futile, c'est peut-être vain. Mais pour moi, je me sens obligé, pour moi et pour ma famille et pour ma petite fille, de trouver quelque chose de mieux pour après, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a une notion de responsabilité aussi. On a beaucoup délégué notre responsabilité à un État protecteur et c'est pas un jugement de valeur, hein, c'était comme ça, dans des conditions bien particulières et ok, pourquoi pas. C'est fini ce temps-là. Et continuer à attendre quelque chose
d'un État qui définitivement a renoncé à ce genre de protection, bah, je trouve ça assez risqué, donc je préfère prendre les devants. On a déjà un avant-goût avec la gestion de la crise sanitaire. Ça, c'est mon petit pic, mais moi, ça me fait flipper comme c'est géré. Tout à fait, exactement. Et par rapport à ça, je me dis, si un jour il arrive un truc encore plus grave, on est vraiment dans la merde. Donc, essayons de mettre, comment dire, récupérer notre responsabilité, notre autonomie de pensée, notre autonomie, les savoirs anciens, hein, ce qui a permis quand même à l'humanité de survivre pendant quelques centaines de siècles. Ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus, quoi. Puisque bah, le jour où le on-off de l'interrupteur ne marchera plus, tu vas mince, comment je fais? Bon, bah, voilà. Donc c'est aussi ça, se récupérer son autonomie et sa responsabilité, quoi. Quel est ton avis? Alors moi je l'entends très souvent, j'ai ma réponse mais j'aimerais avoir la tienne. Moi souvent on me dit t'es bien rigolo avec tes panneaux mais tu ne saurais pas les refaire. Et moi je leur dis attention, hop hop hop, c'est un parachute, c'est juste pour pas tomber rapidement, me laisser quelques semaines, mois, années pour préparer l'après. Est-ce que toi tu es dans ce schéma-là? Complètement. Je suis complètement dans ce schéma-là, d'autant que même si l'onduleur il pète un jour, j'ai un système en 12 volts qui me permet de me brancher directement sur mes panneaux solaires. Et je peux fonctionner comme ça, en mode dégradé, pendant encore un bon bout de temps, quoi. Même si c'est que pour l'éclairage, même si c'est que pour des bricoles. Voilà. J'essaye de penser à toutes les hypothèses qui peuvent arriver, tout en sachant que je vais certainement me planter lamentablement. Mais en tout cas, j'aurais essayé. Ouais. Puis tu as des briefs d'idées vers où t'orienter, plutôt que de te dire c'est un savoir, ça fonctionnera. Et là tu as peur si tu te dis c'est sûr ça fonctionnera. Au moins tu sais vers où t'orienter. Ouais. Une autre question, donc toi tu formes à ton tour. Tu as un CCP, donc cours certifié de permaculture. Tu peux nous expliquer un petit peu qui t'a formé, comment, pour quelles raisons la permaculture, alors que tu savais déjà plus ou moins cultiver. Est-ce que tu peux essayer de pourquoi ce schéma-là? Pourquoi la permaculture? Ouais, par exemple. Ok. Et savoir un peu qui t'a ouvert les yeux là-dessus, parce que je te parlais si tu avais des auteurs ou des maîtres à penser. Ouais, ok. Alors pourquoi la permaculture? Alors déjà, je vais parler des mes maîtres à penser. Pour moi, c'est vraiment les fondateurs de la permaculture, c'est Bill Mollison et David Holmgren. Donc, toujours mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, parce que en fait, ils avaient complètement compris où on allait. Alors, on était au début des années 70, donc c'était les premiers chocs pétroliers, c'était le rapport au Club de Rome, etc. 72-73 donc. Voilà, c'est ça. Ils avaient compris où on allait. Et en fait, la permaculture est une réponse à ces questionnements-là. Et en fait, la permaculture, pour moi, elle n'a jamais été autant d'actualité qu'actuellement, en termes de difficultés d'approvisionnement énergétique, potentiellement alimentaire. On n'en y est pas encore, mais à mon avis, ça ne va pas tarder, parce que ça commence vraiment à être tendu de partout. On entend parler, on en parle de plus en plus. Ouais. J'ai vu un article là récemment qui disait attention, on produit beaucoup pour les autres pays, mais on fait quoi pour... On a exporté l'année dernière, on a exporté la quasi-totalité de notre blé. Enfin, c'est un truc de malade. C'est pas 70%, ouais, je crois que c'est ça. On n'a plus de stock stratégique. Enfin, clairement. Que les gens nous corrigent si on dit des bêtises en commentaire, mais je crois que c'est... c'est ça. Donc la permaculture est faite pour gérer des cas de force majeure comme ça. C'est recréer des systèmes autonomes, pas dépendants d'un système agro-industriel qui fonctionne à coup de camion, quoi. C'est des systèmes autonomes, productifs, des systèmes sains qui restaurent la biodiversité, qui infiltrent l'eau dans le sol, qui font pleuvoir, etc. etc. C'est pas juste nous sauver, nous, notre gueule et compagnie, c'est beaucoup plus global en fait. C'est vraiment recréer des écosystèmes. Et franchement, il y a besoin de recréer des écosystèmes. La nature fait ça très bien, mais sauf qu'on la laisse pas faire. Donc, on va lui filer un petit coup de pouce. Hier, j'entendais... en rapport avec la permaculture, il faut accompagner la nature et pas vouloir lui dicter nos envies. Je pense que c'est un peu l'esprit... C'est un peu l'esprit. Il y a une phrase c'est Konrad Lorenz, je crois, qui était un biologiste et un forestier, qui disait... il parlait de la gestion forestière, mais pour moi, ça s'applique tout à fait à la permaculture. Il disait « Imiter la nature et hâter son œuvre ». Donc comprendre comment elle fonctionne et puis aller dans son sens à elle. Et franchement, ça paye vraiment. Moi, je le vois ici, en quelques années, même pas 10 ans, en 8 ans, c'est incroyable. Tout a complètement changé, tout s'est transformé, la terre a changé. Il y a des oiseaux, tu disais, avec les arbres. Ah ouais, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire. Il n'y avait plus un piaf ici. Donc là, maintenant, bah, c'est un vrai bonheur, quoi. Donc voilà, pour ça, pour la gestion de l'eau, pour plein de choses, quoi. C'est possible, en fait. C'est ça que je veux dire aux gens. Si j'ai quelque chose à dire aux gens, c'est que c'est possible. C'est possible à une condition, c'est qu'il ne faut pas être pressé. C'est drôle parce que je te jure, j'ai l'impression d'entendre certaines phrases d'hier. Ouais. Pareil, c'est que l'humain, on est habitué. Alors, désolé pour les gens qui, je vais me répéter, mais en tant que citadin, quand je suis parti il y a 4 ans, on en était à t'appuyer sur ton portable et tu te fais livrer en 15 minutes. Ouais. Ça, je crois que c'est le pire pour ne pas comprendre la nature. Bah, le problème, c'est que on a été, depuis plusieurs générations, on a été abreuvé d'énergie bon marché qui nous ont fait aller 10 fois plus vite que la musique, en fait. Et le temps de l'humain s'est éloigné du temps naturel, à tel point que quand on veut retourner à la nature, on ne sait plus comment faire, parce qu'on veut tout de suite, on veut une appli pour ci, on veut... Mais en fait, hélas, non, ça ne marche pas comme ça, il faut accepter de prendre du temps, et ça fait chier, on n'a plus l'habitude, moi je suis impatient aussi, et ben moi, mes plantations ici, c'est 2014, j'estime que cette année, vraiment, je commence à retirer véritablement les fruits, pas juste en termes... Ah ouais. Ah ouais. Pas plus en termes alimentaires, mais aussi en termes biodiversité, ça commence à payer, et ça aura mis... Ça commence à changer au bout de 4-5 ans. Symbiose et tout, quoi. Vraiment les arbres qui entre eux. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer. Mais ça prend du temps, parce qu'on est sur un temps naturel. Un arbre, ça met longtemps à pousser. Les interactions, les synergies mettent longtemps à se mettre en place. Et c'est comme ça, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Tu me disais pour les groseilles à macro, tu croyais qu'ils étaient limite, qu'ils produisaient pas. Ouais. Et au bout de quoi, 6 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça fait 2 ans, là, ça y est, il s'est créé un truc, il s'est créé une synergie, je pense, au niveau racinaire, ou je sais pas. Et là, ça y est, depuis 2 ans, ils partent. Puis vu la taille des... Enfin, t'es extrêmement avancé par rapport à chez moi, c'est dingue, quoi. Alors, je suis plus au sud. Ah oui? Ah ouais. Mais enfin, j'en ai des petites, des groseilles, mais là, les tiennes, elles sont déjà... Elles sont en avant cette année, ouais. Et j'en ai même vu une qui commençait à virer au rouge, donc c'est... Cool. Ouais, non, ouais, c'est bien. Ouais. Là, c'est le moment d'expression sans te poser de questions. Est-ce que, par rapport à un citadin, mais si toi, tu ne l'as pas été, quels seraient tes conseils pour pouvoir franchir la transition, sachant que ça fait peur? On a souvent les mêmes choses, ça fait peur, c'est pas possible, c'est long, c'est ceci. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en tires déjà de cette expérience? Donc cette expérience de t'être lancé, même si toi t'étais pas citadin, mais de faire ça, alors que tu me disais que même dans le village, ils se disent bon bah il est rigolo, mais c'est quand même une drôle de manière de vivre. Ouais, bon, on n'est pas crédible pour les locaux, oui, c'est sûr. Alors je dirais un truc effectivement, parce que effectivement je reçois beaucoup de gens qui sont sur le point de la bascule, qui osent pas, qui se renseignent, qui font des formations, qui font des stages, qui lisent des bouquins, qui regardent des vidéos. Arrêtez, sortez de votre cerveau et faites. Allez-y, quoi. Vous allez vous planter, ça c'est une certitude. Mais par contre, ce que tu t'es planté une année, tu te replanteras pas l'année d'après. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est terrible, c'est frustrant aussi. C'est ce qu'on disait par rapport au temps long. On est sur du temps long. Mais surtout, il faut faire. Il faut se réapproprier ses mains. On a des connexions entre le cerveau et les mains. Et souvent, et c'est le reflet de notre société, on a tout là-dedans, quoi. Ah, alors on va te sortir des théories, on va te sortir des machins. Faut que ça soit comme si, pensée systémique, machin, mais le design. Ben oui, mais c'est l'essence de la perma. Mais ok, ça c'est vrai. Mais par contre, après, il faut faire. Et moi, je sais que de plus en plus dans mes formations, j'essaye vraiment de faire bosser les gens, pas bosser comme esclave gratuit. Mais tu vois, quand je fais un stage de greffe, je fais une demi-journée de théorie et pendant 2 jours et demi, on fait de la greffe. 2 jours et demi. Les gens, ils repartent, ils ont greffé des dizaines d'arbres, ils repartent avec des arbres greffés. Et ce que je sais, c'est qu'ils vont rentrer chez eux, ils savent greffer. Ils n'ont pas fait une formation sur la greffe, ils savent greffer. Et je voudrais que pour tout, ce soit comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils reprennent confiance en eux. On a tellement délégué plein de choses, y compris des choses très très simples, on ne sait plus rien faire et du coup, on n'ose pas. On est dans une société de concurrence aussi, où si t'es pas bien, si t'es pas comme le numéro 1. Et oui, mais vous ne serez jamais le numéro 1, moi non plus, et c'est pas grave, et on s'en fout. Mais en tout cas, vous serez aligné avec ce que vous voulez, donc il faut vraiment y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut faire, il faut se planter, il faut se faire mal, il faut se taper des coups de marteau sur les doigts, et puis enfin pas trop. Attention. Mais ouais, faut y aller, quoi. Faut y aller, je ne peux pas dire grand-chose de plus, parce qu'en fait, l'expérience, c'est que vous qui allez vous la faire, quoi.
C'est pas les bouquins, c'est pas les vidéos. Ça peut donner des idées, ça peut donner des conseils, mais le gros de l'expérience, c'est là-dedans. C'est là-dedans. Rappelle-nous combien de temps que tu es là? 9 ans? Ouais. Ouais, donc l'expérience, ça commence à rentrer là. Ouais, puis en plus on se rend compte à force de faire que finalement c'est pas sorcier. C'est pas compliqué. Je suis arrivé ici, je savais pas planter un clou, moi. Bon, et franchement... Ouais, non, mais enfin, faut vraiment rassurer tout le monde. On a tous le même cerveau, on a tous les mêmes mains, bon, qui fonctionnent plus ou moins bien. Ok, mais quoi qu'il en soit, on peut tous faire les mêmes choses. Et on se rend compte qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. L'homme, il est polyvalent, faut pas oublier, quoi. C'est pas juste un cerveau, quoi. C'est un très très beau cerveau avec des très bonnes mains. Et là, quand les deux sont alignés, avec le cœur tant qu'à faire, bah là, t'as un truc qui roule, quoi. Et après, il faut aussi vraiment lâcher sur l'impatience et accepter que ça prenne du temps. Bah écoute, merci, ça fait plaisir de réentendre ce genre de choses. Merci beaucoup Mathieu, encore une fois je mettrai, si les gens veulent te contacter, veulent entrer en contact avec toi pour les stages, etc. Je mettrai tout en description et merci de m'avoir accueilli ici, Avec grand plaisir. dans le sud du Cantal. À bientôt. À bientôt.